grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce grand dialogue d'aujourd'hui. Nous parlons de sport, précisément du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023 qui débute le vendredi prochain en Algérie. Le Mali évoluera dans le groupe D en compagnie de l'Angola et de la Mauritanie. Les aigles locaux entreront en lice le 16 janvier, c'est-à-dire lundi à 18h temps universel. Alors, l'Angola, la Mauritanie et le Mali dans une même poule, qu'est-ce que cela va donner? On sait que l'équipe malienne est actuellement en préparation à Sousse en Tunisie, mais avant leur départ, des rumeurs avaient circulé sur un possible boycott de ce tournoi par les joueurs maliens. Quelles sont les chances du Mali à ce 7e CHAN? C'est le thème de notre grand dialogue de ce soir. Nous en parlons avec nos invités au nombre de 3. Fili Dambélé, qui est entraîneur, et Drissa Nyono, journaliste et consultant sportif, ainsi que Amadjar Traoré, également journaliste à Yiriba Foot. Sekou Gadjigo va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Aujourd'hui, on parle de sport, du CHAN, même s'il n'y a pas assez d'engouement autour de ce tournoi. Le tournoi, quand même, débute le 13 janvier prochain, c'est-à-dire vendredi prochain. Je le disais tantôt, les Aigles sont déjà en Tunisie pour la préparation avant de regagner la terre algérienne. Drissa Nyono, pouvez-vous nous dire dans quel contexte, quelles sont les conditions dans lesquelles sont partis ces joueurs maliens à Tunisie? Bon, en tout cas, ils sont partis et pas au moral au fixe. Donc, il faut le préciser parce que d'abord, ils comptaient beaucoup plus sur les primes que l'État devrait les donner avant de quitter Bamako, mais ça n'a pas été le cas. Et lors de la cérémonie de remise du drapeau, la nouvelle a été annoncé au secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports qui était parti leur remettre le drapeau national. Mais après, ils avaient auparavant refusé de voyager, mais juste après la cérémonie, le coach s'est réuni avec ses protégés. Il s'agit de Noundiane et son staff. Et donc, après les discussions, il les a fait comprendre que voilà, donc il faut aller mouiller le maillot pour le pays. Mais les promesses quand même ont été tenues et pour qu'ils puissent avoir leurs primes avant le début de la compétition. Et on va voir parce que jusqu'à présent, parce qu'ils sont partis à Sousse, il faut le préciser, mais étant là-bas également, et voilà, c'est le même état d'esprit. Il faut qu'ils aient droit à leurs primes avant de débuter la compétition. En tout cas, quand tu regardes ça et regardes la façon dans laquelle ils se sont préparés ici à Bamako, ça veut dire qu'on pouvait beaucoup mieux faire. Le championnat était en cours, mais l'État, qui doit également mettre les moyens pour la préparation, n'avait pas mis tous les moyens, il faut le dire, parce que d'abord, au stade Omnisport au Moribo Keïta, il voulait s'entraîner au 26 mars. 26 mars, il était fermé. Et du Moribo Keïta également, il y avait les jours d'entraînement étaient fixés lundi, mardi, mercredi. Et là également, certains joueurs au jour d'entraînement étaient programmés pour jouer des matchs du championnat. Donc, ils ont commencé du 28, mais il faut dire que les conditions n'étaient pas réunies. Mais quand même, il faut donner les primes des joueurs pour qu'ils soient vraiment concentrés pour entamer cette compétition. Donc, c'est vrai que les joueurs avaient refusé de partir parce que leurs primes, ils exigeaient leurs primes de qualification. Exactement. Ça, c'est un fait. Amadjar Traoré, dans de telles conditions, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le moral des joueurs? Je pense que c'est quelque chose de très très mauvais. Venir remettre le drapeau d'un pays aux acteurs, surtout aux capitaines et ses coéquipiers, aller défendre les couleurs de la nation. Et après, il n'y a pas quelque chose pour rémunérer donc les efforts qu'ils vont aller faire de l'autre côté. Et là, la qualification, elle est déjà acquis. Donc du coup, moi je pense que c'était à l'État maintenant, à 6 mois du début de cette compétition, cette équipe s'était déjà qualifiée. Et je pense que c'est une vraiment négligence exceptionnelle au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports.
il fallait mettre tous les moyens en œuvre pour permettre à ces garçons, c'est des chefs de famille également. Comment peut-on dire à des chefs de famille, allez-y faire ceci pour l'État, et derrière, ne serait-ce qu'1 franc, 5 francs, remettre à la famille, ses enfants, les parents. En fait, ces motivations peuvent permettre à ces garçons de travailler dans la sérénité, dans la lucidité exceptionnelle de l'autre côté. Est-ce que là-bas, c'est bien qu'on les appelle, oui, ton enfant est malade, ta maman elle est souffrante, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ça les déstabilise. Et quand vous assignez des objectifs à des joueurs, il faudra également que vous soyez au top niveau, c'est-à-dire donner tout ce que vous devez donner à ces garçons pour qu'ils puissent aller chercher l'élite. Mais là, je pense que c'est très très mal débuté. Mais comme sur le Mali, on dit tout le temps que chacun doit pouvoir souffrir et se donner corps et âme pour ce pays. Les garçons vont aller le faire, mais il faudra que l'État aussi s'assure. Philippe Dambélé, vous qui êtes entraîneur dans de telles conditions, quel peut être le discours pour un entraîneur pour remobiliser son équipe? Bon, et là, c'est juste un problème qui vient d'être évoqué par les acteurs du football. C'est-à-dire qu'il y a une qualification qui est là, il y a les primes qui doivent venir, les primes ne sont pas venues. Il est important d'évoquer. Et je pense soutenir mes joueurs à partir de là. Mais juste après, il faut recadrer et mettre le drapeau national en dessous de tout ça. Et pour se dire que vraiment, l'objectif même de cette compétition, c'est de donner plus de visibilité à des jeunes qui sont en train de jouer dans le championnat national qui n'en ont pas assez. Et là, c'est une opportunité qu'on met en avant et qu'on essaie de parler à ces jeunes, de se dire qu'il faut aller. Et l'argent, là, ça va venir. Et j'en suis sûr que le problème a été évoqué et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et les solutions vont venir, mais c'est à nous de faire le travail. Et juste après le travail, avec un bon résultat, ça veut dire que le peuple fera le reste à notre place. Mais est-ce qu'un entraîneur peut être exigeant des joueurs dans de telles conditions, qui part dans une compétition dans de telles circonstances? Non, j'ai évoqué en premier lieu être exigeant par rapport à ces joueurs parce qu'il a un dû et il ne l'a pas trouvé. C'est face à qui? C'est face à l'État. Et là, il y a le patriotisme qui doit venir un peu en amont par rapport à la situation. Et c'est ça que je veux mettre en amont face à mes joueurs. Le pays a tout donné et le pays va continuer à tout donner. Mais ce que nous devons faire, nous devons le faire. Et juste après, on serait là pour réclamer. Notre dû, on ne va pas laisser ça. Nos supporters, ils sont là, le peuple malien est là. Vous n'êtes pas d'accord qu'il y a un peu de négligence, comme le disait Drissa Nyono, après tout ce temps passé après la qualification et attendre encore? Oui, ces lenteurs ont toujours été dans ce domaine du sport malien. En basket, on a vu, il a fallu que les basketteurs refusent d'aller et qu'on parvienne à trouver les voies et moyens pour trouver solution à ça. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, quand de telles choses continuent à arriver encore, c'est vraiment déplorable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des jeunes. S'ils s'arrêtent de bouger aujourd'hui, là, ça va aller. Et la compétition va aller. C'est acquis. C'est d'aller chercher l'opportunité pour eux-mêmes d'abord. Et je pense que je mettrai ça en amont, mais chose qui est sûre, nous devons être responsables. D'accord. Mais il y a une condition de deux poids, deux mesures, parce que quand tu regardes ces jeunes, ils sont au niveau local ici. C'est vrai qu'ils aspirent à sortir, mais leurs aînés qui sont là-bas, pourquoi quand eux ils viennent et quand ils disent qu'ils ne partent pas, on trouve la solution? Ouais. Ça aussi, c'est une question à laquelle il faudra trouver des réponses. Nous allons entrer dans le vif du sujet maintenant. Mali, Angola, Mauritanie, c'est le groupe D, 3 pays, contrairement aux autres groupes. Mais vous, est-ce que vous pensez que ce groupe-là est jouable pour le Mali? Oui, il est jouable parce que d'abord on est finaliste et on doit également respecter notre rang. Ça c'est quoi? C'est d'être premier et se qualifier. Et si on ne le fait pas, ce sera un échec. Ceci étant, il faut bien se préparer et les conditions qu'on a évoquées tout à l'heure au-delà de tout, je pense que dans notre groupe, il y a de la qualité et l'entraîneur aussi a de l'expérience. On a des joueurs également talentueux et je pense qu'il est jouable pour le Mali. Mais comment vous jugez l'effectif de cette année comparativement à celui du dernier CHAN? Bon, comparativement, c'est un effectif similaire. Mais j'ai comme l'impression que ce groupe également a d'autres individualités et de la qualité, plus que le groupe de l'édition 2021. Pourquoi? Parce que d'abord, dans le groupe de 2021, il y avait des jeunes, mais il n'y avait pas assez de jeunes comme ce groupe-là. Et je pense que
les 8 qui sont restés n'étaient pas également des joueurs qui étaient tous titulaires lors de l'édition précédente, mais quand même, les jeunes qu'on a aujourd'hui, qu'on suit et dans notre championnat cette saison, je pense également cet effectif a plus de qualité que l'effectif qui s'était qualifié en finale en 2021. Madiar, partagez-vous cet avis, cette analyse de Drissa Nyono? Est-ce que nous avons plus d'atouts dans l'effectif de cette année, plus de qualité? Oui, surtout au niveau de l'entrejeu, surtout quand vous essayez de faire, c'est-à-dire la différence entre l'équipe du CHAN précédent, cette équipe, il y a combien de joueurs qui ont participé à l'édition précédente. Donc moi, je pense que le taux durant cette édition est plus élevé que l'édition précédente. Et du coup, ouais, mais est-ce que ces joueurs-là sont dans la même forme que lors de l'édition précédente? Oui, mais bien sûr, parce que je vais toujours me référer à l'édition précédente. Quand on était finaliste lors de l'édition précédente, où étions-nous, c'est-à-dire où est-ce que nous étions par rapport au championnat? Ça, c'est une première question qu'il faut se poser. Les garçons ont combien de journées dans leurs jambes durant cette édition? Là, il faudra trouver la réponse à cette question. Je pense que sur ce point, les garçons, voilà, ils sont très très bien préparés. Mais individuellement, je pense que cette équipe regorge énormément de talent sur le plan individuel, mais sur le plan collectif également. Je pense que cette équipe a des arguments et peut vraiment aller représenter valablement ce pays. Donc pour ajouter à ce que, par exemple, quand tu prends l'édition précédente, le Mali quittait ici et avec une défaite 3-0 contre l'AS Bakardian, ils étaient partis au Niger pour un tournoi amical où ils n'ont pas eu de résultats. Et en ce moment également, le championnat n'avait pas démarré et on n'avait pas eu assez joué. Et quand l'effectif partait, personne n'avait confiance en eux. Mais après, on voit que cette saison, et d'abord le Royal et le Djoliba, d'où l'entraîneur a tiré également la majeure partie des joueurs, ont débuté plus tôt la saison que les autres clubs et ont eu plus de matchs à jouer et sont plus en rythme que beaucoup de joueurs. Donc je vois, vu ces préparations en amont et les journées de championnat qui en ont suivi, je pense que cette formation a plus de rythme, plus de qualité que l'équipe qu'on a connue en 2021. Coach Dambélé, est-ce que vous êtes d'accord avec ça au regard de l'évolution du championnat et du rythme même? Est-ce qu'on peut miser sur cette équipe? Oui, l'équipe malienne, on peut compter bien sur cette équipe. Et il s'agit juste de se faire une idée. Et avant aujourd'hui, l'édition précédente, ça veut dire que le Mali était vice-champion. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup parmi eux qui sont encore présents au niveau de cet effectif. Et là, c'est encore assez important pour un entraîneur. Ça veut dire que ces joueurs ont de l'expérience de la compétition. Et là, c'est un atout par rapport à un bon résultat à ce niveau. Et il s'agit de se dire que là, à ce niveau, les jeunes qui sont venus pour intégrer le groupe, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la monnaie puisse prendre? Mais maintenant, on regarde aussi au niveau des clubs. Et en regardant au niveau des clubs, quand tu regardes le Djoliba, quand tu regardes l'AS Real, ils étaient tous dans des compétitions africaines. Et il y a le Real qui est parvenu à CIC. Et l'ossature de cette équipe-là vient de l'AS Real. Et ça veut dire qu'il y a un niveau international qui est là et qui peut être un plus pour l'entraîneur de pouvoir se hisser à un niveau souhaité pour le peuple malien. Alors, on va en parler. Vous le disiez tantôt, l'ossature de l'équipe là vient de l'AS Real, du stade de Djoliba. Je crois que 3 joueurs seulement viennent de Yélen, de l'US Bogouni et un 3e club de AFE. Alors, en tout cas, le choix du sélectionneur a fait des polémiques sur les réseaux sociaux. Mais nous allons l'écouter d'abord, nous, Diané même, qui explique ces choix-là. Je vous invite à l'écouter. C'est les joueurs qui ont joué les compétitions africaines, pour moi qui sont plus compétitifs que les autres, parce qu'on est un peu perturbé par rapport à la programmation du championnat national, donc il était évident réellement qu'on aille avec les joueurs qui ont joué ces derniers temps à un autre niveau. On sait que c'est pas facile, parce que déjà la Mauritanie aujourd'hui progresse énormément. L'équipe angolaise aussi, on sait qu'ils ont un championnat qui a aussi un niveau, et je pense qu'on a nos chances. L'objectif c'est quand même de tout faire pour qu'on puisse être performant pour remporter là. Tout ne peut pas être parfait, mais tu es obligé de faire avec les moyens que tu as, et nous on va tout donner pour honorer ces pays-là. C'est pas la même équipe, mais aussi les jeunes qui sont là, ils ont énormément de qualités.
L'explication donnée par nous, Gianni, est-ce que ça vous convainc? Il dit que c'est les joueurs les plus compétitifs. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, l'illustration elle est directement faite. Quand vous regardez au niveau au championnat, ce sont les deux clubs qui sont premiers et deuxièmes. Et ce sont les deux clubs également qui ont débuté les préparations avant les autres. Et ce sont ces mêmes joueurs qui ont également joué en éliminatoire. Là, d'abord, il y a la stabilité. Il y a également la continuité et il y a également l'effectif. Donc, à 3 exceptions près que vous venez d'annoncer, Ahmed Diomandé, Mamadou Yoro Djabi et Ngolo, sinon tous les autres étaient déjà présents et il faisait partie également des 40 joueurs présélectionnés pour y participer. Donc, ça veut dire qu'il a fait un tri en fonction des qualités et des individualités de tout le monde et au-delà de ça, il a fait un effectif. Alors, Driss Nioro avait déjà commencé à parler un peu de la préparation de cette équipe. On sait que l'équipe est maintenant actuellement en Tunisie. Mais avant cela, qu'est-ce qu'on peut dire comme préparation qui a été faite par cette équipe pour préparer cette compétition? Oui, je pense que il y avait un programme qui était établi ici depuis Bamako où l'équipe s'entraînait. Est-ce qu'il y a eu des matchs amicaux avec d'autres pays, d'autres sélections? Non. En fait, ici, à l'extérieur, c'est-à-dire il y a un programme qui est là. Il y aura 3 matchs amicaux qu'ils vont faire avant d'aller de l'autre côté, en Alger. Voilà, donc le Mali jouera contre l'Ouganda, contre le RD Congo et Espoir sportif. Mais avant d'aller de l'autre côté, mais ici, il y avait un programme qui était établi où l'équipe s'entraînait uniquement les lundis et les mardis. Voilà. Donc, moi, je pense que je vais juste rebondir un peu par rapport à l'effectif, c'est-à-dire que nous avons. Quand vous regardez au niveau de la défense aujourd'hui, parce que je ne vais pas parler de Germain Berthet, je dirais qu'il a en quelque sorte le patriarche des 3 gardiens aujourd'hui. Il a plus d'expérience qu'Abouakar Doumbia, que Ngolo Traoré aujourd'hui. Mais dans la défense également, il ne faut pas oublier Mamadou Doumbia Lombraye, en tout cas qui était un pilier lors de l'édition précédente. Qui avait été blessé. Exactement. Oui. Donc du coup, il est là. Il va apporter sa maturité d'esprit à cette équipe. Ajouter à lui, il y a Émile Koné qui est en feu également avec la AS Real de Bamako. Sans oublier, bien sûr, Mamadou Yoro Djabi, un jeune garçon avec les Olympiens. Voilà, je pense que Barou Sanoura avec le Djoliba aussi. Dans la défense, il y aura un choix autour d'une paire dans l'axe. Qui sera ajouté à Lombraye qui a l'expérience qu'il faut aujourd'hui, ou bien il va prendre Émile Koné et quelqu'un d'autre. Donc, moi, je pense que ces 3 matchs amicaux de l'autre côté à Tunis va permettre aux sélectionneurs vraiment de pouvoir mettre en place un premier 11, en tout cas qui va mettre à l'essai pour pouvoir vraiment préparer valablement son premier match. Alors, quand on écoute Philippe Dambélé, quand on écoute nos 2 consultants, on a l'impression qu'on met beaucoup l'accent sur l'expérience pour cette équipe. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec ces mêmes joueurs qui ont joué la dernière édition du CHAN, qu'on pouvait rajeunir un peu cette sélection? Est-ce que ce n'est pas des joueurs qui sont un peu vieillissants? Oh, non, je dirais c'est des joueurs qui ont de l'expérience. Est-ce que l'expérience suffit pour ce genre de compétition? Non, c'est juste dire qu'à ce niveau, il y a l'expérience qui compte. C'est une compétition de niveau international. Donc, il faudrait forcément aller sur la base de l'expérience. Et après l'expérience, il y a la compétition, la compétitivité qui est là. Et juste au-delà de la compétitivité des joueurs, de l'effectif, il faut aussi revoir à ce niveau, de façon individuelle, est-ce que l'état d'esprit de chacun peut intégrer le groupe. Donc, à ces 3 niveaux, je pense qu'on peut dégager une équipe et aller faire un bon résultat. Mais chacun de nous est en train de s'appesantir par rapport à l'expérience et à la vieillesse de notre équipe. Non, je dirais l'équipe a de l'expérience parce que nous avons participé à la précédente et nous avons l'ossature de cette équipe. Cela nous met beaucoup plus en confiance pour dire qu'il y a de l'expérience. Mais ce n'est pas l'expérience dans le cadre de l'âge. Voilà. Non, effectivement, je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas l'expérience de l'âge, mais plutôt de la compétition. Maintenant, quand tu regardes, on se base beaucoup plus sur le 8, mais sur le 8 également, il y a à peu près 3 qui étaient titulaires lors de l'édition présente. Cette équipe, pour vous dire qu'elle est encore plus jeune que l'équipe précédente, tu trouveras au niveau de l'attaque Chekina Amaladiakté, 18-19 ans. Elle ne faisait pas partie de qui ne faisait pas partie. Sada Diallo,
il ne faisait pas partie. Et Ousmane Koulibaly Kalaba, un espoir également, qui n'en faisait pas partie. Ahmed Doumandé, un espoir, qui n'en fait pas partie. Yoro Djabi, il en a parlé, qui ne fait pas partie. Il y a également Abouakar Doumbia et ensuite Ngolo, qui sont tous des jeunes. Et également, même au milieu de terrain, et Nankouma qui est à Djurba au milieu de terrain. Même au milieu de terrain, tu as Nankouma, tu as Fadi. Mais est-ce que ceux que tu viens de citer, est-ce que c'est des titulaires? Bon, à l'exception, à part Cheikhna Amala aujourd'hui, qui est l'un des jeunes joueurs, un ailier qu'on n'en trouve pas assez dans notre championnat. Il est le seul qui peut prétendre être titulaire aujourd'hui sur le flanc gauche ou droit. Maintenant, après lui, tu as Ousmane Koulibaly Kalaba qui fait un début de saison exceptionnel. Il y a également Djibril Koulibaly qui a également été vraiment productif lors des éliminatoires. Il est l'auteur également d'un but marqué à l'extérieur. Et c'est sur eux, moi je dirais en partie, plus ce qu'a comme qualité et l'expérience, c'est qu'ont comme qualité et l'expérience les milieux de terrain comme Ibrahima Sirbe ou Makan Samabali. Oui. Donc voilà un peu les joueurs que se base plus le coach. Au niveau de la défense, il a parlé, mais là, c'est là-bas où se situe moi-même mon inquiétude. Mais je pense que les 3 matchs amicaux, voilà, bon, lui, il est blessé. Et le coach avait annoncé qu'il ne sera même pas concerné par les 2 premiers matchs, mais qu'il compte beaucoup plus sur lui lors des quarts de finale. Donc, ça veut dire d'abord, il a une idée sur ce qu'il veut faire, mais moi, je pense que les jeunes qu'on a ont également de la qualité et également peuvent faire de la différence. Alors, Amadjar, moi j'ai l'impression qu'après avoir vu en tout cas l'édition précédente, j'ai l'impression que Ndiané fait confiance en tout cas à un certain nombre de joueurs qui ont évolué avec lui, même s'il commence à prendre de l'âge. Je suis sûr que peut-être quelqu'un comme Ibrahima Sidibé, Samambali, l'homme braillé, je me demande, est-ce qu'ils ont encore quelque chose à donner à cette équipe? Ils ont énormément de choses à donner. La réponse, elle est vite donnée. Quand vous voyez cette équipe avec les Scorpions de l'AS RAL de Bamako, voilà, ils ont pu faire qualifier cette équipe pour les phases de groupe. Moi, je pense que c'est des jeunes. Au fait, au Mali, on a tendance à dire que les joueurs sont plus âgés, alors que quand vous partez de l'autre côté, à l'extérieur, ou même à côté voilà, donc, du pays, je pense que les joueurs peuvent jusqu'à l'air 37, 38, 40 ans. Mais au Mali, une fois qu'on te voit, même si tu joues jeune et que tu fais 2, 3 saisons, 4 saisons et que tu n'as pas de contrat à l'extérieur, on va te dire que tu es vieux, alors qu'on ne connaît pas ton âge réel. Aujourd'hui, les académiciens sont en train de nous montrer qu'on peut avoir 14, 15, 16 ans et jouer le championnat national Ligue 1 Orange. Les Yellow Olympiques nous ont montré, l'Afrique Football Elite nous a montré, le Bingham Football Club également. Moi, je pense que c'est des joueurs qui sont à maturité aujourd'hui et ils ont énormément de jus dans les jambes et ils peuvent vraiment faire quelque chose et faire briller cette équipe malienne aujourd'hui. Alors, coach Dambila, après 2 finales perdues, je crois en 2016 et la dernière édition, qu'est-ce qui manque au Mali pour remporter ce tournoi qui est quand même réservé aux joueurs évoluant sur le continent? Bon, et quand vous dites qu'est-ce qui manque à notre équipe, c'est toujours de revenir un peu par derrière et de voir qu'est-ce qui nous a manqué à la première finale. Maintenant, la deuxième finale, on devrait pouvoir remporter cette finale, mais encore, il y a quelque chose qui a manqué à cette équipe. Mais toujours, il y a cette même équipe qui est là et avec le même staff qui est là. Donc, ça veut dire que c'est à eux de regarder en amont. Il y a de toutes choses que la seule chose qu'on peut faire, c'est de se dire que le jeu offensif va être encore plus important, que de donner beaucoup plus d'importance à ce jeu offensif. Certes, il est bon, il est préférable de préserver l'acquis au niveau de la défense, mais surtout la projection vers l'avant va compter beaucoup plus. Ça veut dire qu'ici, il y a beaucoup qui vont parler de la transition. Et cette transition, il faudrait forcément qu'on est dans le jeu. C'est-à-dire rapidement la conversion vers le jeu offensif et le jeu défensif. Mais si on est alerté en perte de balle dans ce jeu défensif, ça veut dire que chaque fois, on va rester dans ce registre. Et rester dans ce registre, aller à un football de haut niveau, et toujours, ça veut dire qu'il y a cette petite chose-là qui va nous manquer, c'est de scorer
et de penser encore à préserver l'acquis. Mais ça, c'est dans le jeu sur le terrain. Mais est-ce qu'avant d'entrer, de monter sur la pelouse, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que cette compétition n'est pas assez cotée au niveau des dirigeants? Est-ce que les dirigeants prennent ce tournoi-là au sérieux? Quand on voit tout ce qui se passe. Bon, et les dirigeants, je pense que c'est au niveau de la fédération, si j'ai bien compris votre question. Oui, je parle de la compétence de l'État. De l'État, mais des responsables, tous ceux qui sont impliqués dans la gestion du football à ce niveau. Bon, certes, je ne dirais pas un manque de considération. Je dirais qu'il faudrait avoir un regard et les inviter à avoir un regard. Et ce regard-là, c'est de se dire que le football est un atout de développement pour notre pays. Et il faudrait avoir ce regard-là très, très pertinent et qui va se dire que si on parvient à s'investir beaucoup plus, ça veut dire que le résultat peut venir. Si on essaie d'évoluer ou de s'investir en dents d'ici... Non, on ne s'investit pas assez. Non, on ne s'investit pas assez. Si je dis on ne s'investit pas assez, ça veut dire que le championnat malien n'est pas récompensé. Et récompensé à hauteur de souhait. Les joueurs, les acteurs ne sont pas dans les conditions. Et à ce niveau, on veut aller concurrencer des joueurs qui sont dans le championnat professionnel. Et là, ça devient un peu plus difficile. Donc à ce niveau, c'est les autorités qui sont là et qui doivent prendre à bras le corps et pour que les joueurs et les acteurs puissent être dans de bonnes conditions et après le résultat va suivre. Qu'est-ce qui nous manque pour remporter une telle compétition? Moi, je pense que d'abord, il nous manque un mental d'acier. Quand je dis un mental d'acier, c'est qu'on est faible émotionnellement dans les rencontres de haut niveau. Par exemple, si tu regardes en l'édition 2021, on perd contre le Maroc sur le coup de pied arrêté. Oui. Sinon, techniquement, on est là, on se crée des opportunités, on circule le ballon. Mais qu'est-ce que l'équipe marocaine fait? Elle a un coup de pied arrêté, un corner ou bien un coup franc. Elle le transforme 2, je crois, sur les 4. Donc, ça veut dire que quelque part, dans les marquages, on n'a pas été assez vigilant. Et donc, on a été pris à défaut. Donc là, on a les universités sur la psychologie, tout, mais on s'en sert pas assez. Parce que dans un staff, il ne faut pas seulement avoir un préparateur physique et tout. Il faut avoir également quelqu'un qui est là, qui peut également parler avec les joueurs. Parce qu'au-delà de tout, ils ont également des soucis. Avant un match, tu peux avoir énormément de choses où tu peux te poser énormément de questions. Mais si tu as quelqu'un qui te stabilise et qui parle avec toi pour te mettre hors tous ces soucis et toutes ces choses et ces imaginations dans la tête, je pense que ça te permet beaucoup plus de te concentrer sur le terrain. Mais si tu n'as pas un homme comme ça, forcément, avant d'arriver sur le terrain, tu vas penser à autre chose qui va te mettre énormément de pression et sur le terrain, tu vas perdre tes pieds. D'accord. Amadjar Noumdjani qui était en 2021, en finale, c'est lui qui est toujours là. Est-ce que ça peut être un plus, ça peut être un atout pour cette équipe, le fait qu'on ait maintenu le sélectionneur à son poste? Bien sûr que ça peut être un plus. Ça l'aide également à faciliter le travail, surtout parce qu'il connaît énormément de joueurs. C'est un coach averti aujourd'hui qui regarde presque tous les matchs du championnat. Donc, il connaît tous ces garçons-là aujourd'hui. Mais je voudrais, avant de répondre à cette question et revenir par rapport à ce que vous avez posé comme question, qu'est-ce qui manque à cette équipe? Qu'est-ce qui nous manque? Au fait, moi, je pense que c'est depuis l'organisation. Parce que quand il n'y a pas d'engouement autour de l'événement, et regardez comment l'équipe a reçu le drapeau. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a rien du tout. Ils vont partir de l'autre côté, ils n'ont pas d'argent dans les poches, et un acteur vit surtout de l'engouement d'abord. Donc j'ai raison quand je dis que la compétition n'est pas prise au sérieux. Exactement. On a tous été témoins lorsque l'équipe s'est qualifiée pour la finale. Il y a eu des opérateurs économiques ici qui ont affrété des vols directs pour aller soutenir l'équipe. Mais quand ils quittaient ici, qui les a accompagnés? Personne. Il faut qu'on arrête ça. Quand vous voulez soutenir l'équipe, c'est depuis le début. Il faut avoir 40, 50 supporters avec eux, leur payer. Et là, le coach, il est là, il n'est pas sans le savoir. Quand vous motivez les garçons, ils sont capables d'aller au-delà d'eux-mêmes. Et quand vous voulez être exigeant envers une personne, je pense que vous, de votre côté, faites d'abord ce que vous devez faire. Et ça, c'est un premier point, très capital.
Le second point, c'est quoi? C'est la lucidité, le sang-froid au niveau des cages. Idrissa l'a souligné tout de suite, le match Mali-Maroc, qu'est-ce qu'on n'a pas eu comme occasion? On n'a pas su être clinique au niveau de la finition, avoir la lucidité, le sang-froid nécessaire. Et tout le monde le sait aujourd'hui que le Mali, on a ces problèmes. J'ai eu la chance de poser la question à Frédéric Marcanouté, quelle est la solution pour avoir des tueurs, des avancantes qui peuvent tout de suite mettre des buts? Il dit, mais ce n'est pas un travail d'un seul jour. Il faut être tout le temps en train de rebeloter toujours les mêmes exercices pour être vraiment lucide devant le but. Et là, on sait tous qu'on est en manque. Mais je pense aujourd'hui qu'avec les joueurs que nous avons, le coach, il peut jouer avec deux styles de jeu s'il le veut. Un style direct, en s'appuyant peut-être, s'il veut un style direct sur l'attaquant de l'US Bougouni, voilà, donc Soldat ou Moussa Kone Kofi, même s'il n'a pas assez de taille, ou s'il veut des attaques placées où il prépare le jeu avec des intervalles, ils vont chercher la faille. Ibra est là pour ça. Maran Samavali, c'est des joueurs qui peuvent jouer dans l'entrejeu, qui peuvent jouer, faire des passes cachées et tout. Donc il a le choix. Il connaît ces garçons, mais je pense que vraiment aujourd'hui, ces avancantes qui sont en feu aujourd'hui, même si certains n'ont pas assez d'expérience, on peut vraiment compter sur cette équipe, que l'État n'attend pas que cette équipe soit demi-finaliste ou finaliste pour apporter de l'aide à cette équipe. Exactement. Alors, coach Dambélé, pourquoi tant de mobilisation? Il a dit, quand il s'agit de la sélection nationale A, nous voyons l'engouement que ça suscite, mais quand il s'agit de cette sélection pour le CHAN, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de mobilisation. Qu'est-ce qui expliquerait cela? Bon, sur le niveau est différent. Le niveau est différent. Quand on regarde ce championnat, c'est au niveau des locaux. Et la Coupe d'Afrique, c'est au niveau, en grande partie, des joueurs qui évoluent à l'extérieur. Et même au niveau du stade, il y a le stade qui va faire le plein. Et il y a l'État qui va gagner. Donc à ce niveau, forcément, l'État va s'impliquer beaucoup plus. Les dirigeants, les supporters et tout le monde, tous les acteurs autour du football vont s'investir. Ouais, mais un tournoi comme le CHAN ne rapporte rien à l'État? Oui, il va apporter, mais pas à la hauteur de la Coupe d'Afrique des Nations. Par exemple, un Mali qui va jouer contre la Côte d'Ivoire ici, au niveau de la Coupe d'Afrique, et là, ça donne beaucoup plus d'engouement que si c'est le Mali qui va jouer contre la Guinée au niveau du CHAN. Et là, c'est différent. Ça veut dire qu'il y a le niveau qui va faire la différence. Et l'engouement aussi va partir de là. Et il y a l'intérêt aussi qui va apporter de l'argent ou des sous. Il y a au niveau de l'État. Et là, c'est aussi important. Mais surtout, il faudrait aussi comprendre que les expatriés qui vont venir, les professionnels qui vont venir, il n'y a pas lieu de faire photo par rapport à l'engouement. En fait, moi, je parlais plutôt d'audience. Je parlais plutôt d'audience parce que les CHAN n'est pas une compétition qu'on peut comparer à la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. C'est-à-dire, moi, le problème, c'est quoi aujourd'hui? Pourquoi les gens aiment le nom facilement? Pourquoi? Les opérateurs économiques. Il y a combien d'avions qui ont été affrétés ici au Mali pour la finale contre le Maroc? Mais pourquoi ces mêmes personnes n'ont pas débuté ça bien avant? On sait tous que l'équipe est en difficulté aujourd'hui. Est-ce que tu as vu un opérateur économique où tu avais X ou Y personnes qui a donné de l'argent à ces joueurs? Bon, ok, l'État n'en a pas aujourd'hui, alors qu'on en a aujourd'hui au Mali, qui peuvent vraiment aider ces garçons à aller chercher le trophée aujourd'hui. Mais on ne va pas le faire. Vous allez voir quand l'équipe sera en finale, ils vont commencer à sortir X. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela. Qu'on arrête ça. Qu'on soit clair, qu'on soit sincère. Si on veut aider le pays, c'est maintenant. C'est au moment où le pays est en difficulté que vous devez proposer votre service. Mais au moment où le pays est devant l'écran, vous voulez ajouter, moi je pense que c'est pas de l'aide ça pour moi, sincèrement. D'accord. Quand je parlais de mobilisation, je ne parlais pas de la population, des supporters seulement, des opérateurs économiques. Je parlais surtout de l'État même, des responsables de ce pays. Une compétition de ce genre, vous avez dit... Il se trompe de compétition parce que cette compétition, c'est cette compétition qui prépare la Coupe d'Afrique des Nations, au fait. Parce que tu regardes les seniors aujourd'hui, les Ibisma, ils sont passés par ça. Il a été finaliste en 2016. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des cadres de l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait eu un accompagnement, tout, ils se sont préparés, mais ils n'ont pas gagné contre la RDC.
Mais aujourd'hui, ils se retrouvent en équipe nationale. Aujourd'hui, si on ne met pas assez de conditions à ces joueurs-là, eh bien, après, qui va venir faire la relève? On n'en trouvera pas. Parce que quand la génération des I vont aller, normalement, ceux qui sont aujourd'hui en équipe CHAN, c'est une équipe nationale bis, ce sont eux qui doivent prendre la relève. Mais si on ne les accompagne pas, ben, ils vont rester ici. Le talent qu'ils ont, ils ne vont pas aller et l'exprimer à l'extérieur comme la chance que les Yves ont pu avoir. Donc je pense que d'abord, je crois que c'est Amadère qui a touché le mot, c'est une négligence. On ne peut pas comprendre parce qu'une compétition, ça ne se prépare pas le jour J, ça se prépare en amont. Et il y a 6 mois de cela, ils se sont qualifiés et avant aujourd'hui, tout le monde savait que... Maintenant, les seniors, ils sont venus. Ils ont fait quoi? Ils ont joué un match amical contre la Zambie. Et le second match amical, ils n'ont pas voulu s'entraîner. Et ils n'ont pas voulu aller s'entraîner sans leur argent. Et on a cherché l'argent un dimanche. Vous imaginez, un dimanche pour aller les payer pour qu'ils puissent aller s'entraîner. Et ensuite, ils sont rentrés. Ouais, c'est la question que je posais au coach tout de suite. Exactement. Qu'est-ce qui expliquerait ce manque de considération? Parce que d'abord, bon, il a ajouté, c'est le niveau. C'est que ces joueurs internationaux, sur le plan international, ceux qui sont sélectionnés ont plus d'écho. Ils font plus d'écho que ceux que nous avons ici. Ils ont plus d'influence également, exactement. Ils ont plus d'influence également que ceux que nous avons. Maintenant, peut-être que ceux qui sont là-bas, le problème il n'est pas encore terminé. Je pense que le jour où, quand ils vont rentrer du côté de Oran, ou le premier match contre l'Angola, et qu'ils vont commencer à faire... Je ne dis pas qu'ils vont ils l'ont fait, ou bien, voilà. Maintenant, je fais une supposition en attendant. Par exemple, s'ils disent qu'ils ne vont pas le faire, et que déjà... sur le lieu de la compétition, les gens commencent à prendre écho de ça, ben, ils vont trouver une solution, j'en suis sûr. Alors, je veux toucher à un aspect maintenant, c'est le fait de pouvoir garder nos joueurs un temps soit peu dans nos pays. Est-ce que cela aussi ne pourrait pas être un facteur qui pourrait nous faciliter de gagner des compétitions de ce genre? Même si peut-être que ce n'est pas fréquent maintenant, mais on a l'impression que nos joueurs sont pressés de partir. Quand nous avons un meilleur joueur cette année dans le championnat, et l'année suivante, on ne le verra pas. Est-ce que si le club parvenait à garder ces joueurs-là, est-ce que ce ne serait pas... Comment est-ce que vous allez les garder, dis-moi? Comment est-ce que vous allez garder ces joueurs? Vous ne pouvez pas. Il y a combien de clubs ici au Mali qui payent ces joueurs par mois? Il n'y en a pas. Combien? Exceptionnellement 3 ou 4. Et ils gagnent combien? La deuxième question. Ils gagnent combien ces joueurs qui sont payés par mois? Il n'y en a pas un parmi eux qui gagne ne serait-ce que 200 000 francs par mois. Je ne vois pas. C'est des gens, aujourd'hui, je pense que chacun doit pouvoir vivre de son travail, de son métier. Et ces joueurs-là ne peuvent pas le faire. Ils sont en train de commander de gauche à droite, même s'ils rentrent à la maison, même si la maman elle est souffrante. Moi, je vis quotidiennement avec ces joueurs-là. Ils vont appeler X ou Y personne. Ah, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais si on arrive à professionnaliser ce championnat aujourd'hui, mais obligé, on va les maintenir. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ne peut pas avoir de politique pour aller signer un contrat pro de l'autre côté, chez Ramouraboutous, en Mauritanie, ou tout près en Guinée? Il y a combien de joueurs maliens qui jouent en Guinée actuellement? Il y en a combien de l'autre côté, ne serait-ce qu'au Burkina, ne serait-ce que la Mauritanie? Parce qu'ils ont un championnat, on peut dire, semi-professionnel que nous. Oui. La Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les joueurs quittent ici pour aller là-bas. Ok, coach, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une politique qui puisse nous permettre de professionnaliser notre championnat, par exemple? Bon, et la politique du sport, en particulier le football, émane de la direction technique. Et cette vision, c'est de l'État. Et je pense qu'à ce niveau, mérite une réflexion. Pourquoi nos joueurs ne restent pas pour jouer beaucoup plus longtemps dans notre championnat et relever le niveau. Mais qu'à cela ne tienne, il y a de relever le niveau d'investissement pour que ces enfants puissent rester le minimum de temps et pour pouvoir gagner un plus et de rester et donner beaucoup plus de poids à notre championnat.
Et cela va de soi pour se dire que l'organisation interne au niveau de nos clubs, et ça doit commencer à ce niveau. S'investir au lieu d'attendre beaucoup plus. Et les supporters, ils doivent être interpellés. C'est à eux, le club leur appartient, mais pas les dirigeants. Les dirigeants qui vont arriver, ils doivent venir gérer, faire la gestion des ressources. Maintenant, ces ressources, c'est la politique des dirigeants qui sont là. Mais les supporters doivent être en amont, d'être prêts à cotiser, d'être prêts à mobiliser des fonds et ensuite de rendre compte, de demander un compte. Il y a au bureau qui va être là pour diriger le championnat. Mais la professionnalisation du championnat dépendra forcément de l'État. Est-ce que ça dépendra forcément de l'État? Non, pas de l'État. L'idée de la professionnalisation, l'initiative vient de la fédération à travers la création d'une ligue professionnelle. Et également qui exige au club, avec un cahier de charges, de respecter certaines règles. Là, comme ça, on commence au niveau de la fédération en imposant des conditions et ça force les clubs à les respecter. Et celui qui ne respecte pas ce cahier de charges, tu es obligé de quitter le championnat jusqu'à ce que tu remplisses les conditions. Et là, c'est après ça que l'État vient. L'État peut venir en comme un appui, comme les supporters également. Maintenant, l'État peut dire, par exemple, et demander aux sociétés ou aux organisations, si vous sponsorisez par exemple un club, en termes d'impôts, en termes de fixe, on peut vous relever ça, on peut pardonner ça, mais ces investissements également peuvent permettre à accompagner cette formation-là. C'est comme ça que les pays arabes se sont développés. Et aujourd'hui, on voit le résultat avec le Maroc et du côté de la Tunisie et un peu plus en Égypte ou en Algérie. Donc, c'est ce même système qu'on devrait également adopter pour essayer de nous développer. Et là, la vision, elle vient également de l'État, parce que quand on prend un sport comme un moyen de développement, ça incite également ceux qui sont dans le domaine sportif à avoir des initiatives, et ces initiatives sont accompagnées également par l'État, et là, on se développe ensemble. Voilà un peu. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire cela quand on regarde, comme vous le disiez tantôt, des joueurs maliens qui vont jouer en Guinée ou bien dans d'autres pays il y a quelques années, le Mali n'avait rien envie à ces pays-là. Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Est-ce que c'est dû aux différents problèmes, aux multiples guéguerres entre nos responsables, ou bien c'est quoi? C'est les investisseurs qui ne veulent pas mettre de l'argent dans le football? Vous venez de toucher un point très très essentiel, c'est-à-dire le problème entre les dirigeants maliens. Je mettais l'accent sur ça, mais surtout le président de la Fédération malienne de football, que j'interpelle ici, Mamadou Touré Bavier, le comité exécutif, eux d'abord doivent, c'est-à-dire s'assigner des objectifs bien déterminés. C'est-à-dire, je m'explique, quand vous dites que on veut que le championnat malien soit un championnat professionnel, qu'est-ce que vous, les dirigeants, vous êtes en train de mettre en place pour que cela soit? Parce qu'un championnat professionnel demande de l'investissement. Ça demande de l'argent. On a tous vu. J'ai été à la CAN après. Samuel Eto'o a fait venir combien d'opérateurs économiques? MTN est venu comme sponsor officiel. Tu donnes la facture. Voilà. Donc après, il faudra que eux-mêmes, d'abord, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'État, c'est-à-dire tous les acteurs du sport, je ne parle même pas du football, mais que chacun puisse vivre de son travail. Mais pour le faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que la fédération a la politique aujourd'hui d'aller chercher des partenaires, même à l'extérieur du pays, les faire venir aujourd'hui? L'autre pays, l'Arabie Saoudite, a remis des cartes à la Fédération malienne de football. Ça, c'est le cas d'un partenariat. Et si on continuait avec ce genre de partenariat afin que le championnat malien soit professionnalisé en faisant des deals entre eux? Il faudra des idées. D'accord, nous nous acheminons vers la fin. Il ne nous reste qu'une minute, je pense. En quelques secondes, votre avis par rapport à cette compétition CHAN l'édition de cette année? Oui, on va quand même assister à un tournoi d'un niveau élevé, il faut le dire, parce que les championnats ont débuté de part et d'autre. Et les favoris sont là pour essayer de garder leur titre. Et il y en a également qui sont là pour créer la surprise et être les tours faits. Bon, on espère quand même que notre pays ira loin et que cette fois-ci, après 2016-2021, qu'on puisse remporter la Coupe. Coach Dambélé, le Mali peut aller loin. Oui, l'exploit de la précédente
édition? Oui, je dirais le Mali peut aller loin, rééditer ou même aller au-delà, remporter, je dis bien, remporter la compétition ou le trophée. Et je pense que cela doit être de notre objectif principal par rapport à cette compétition. Et j'en suis sûr que nous avons les moyens d'aller et de se hisser au sommet. Il s'agit juste de se dire que c'est l'effort, au bout de l'effort. D'accord. Amadjar, vous pensez la même chose? Nous avons les moyens d'aller en finale ou bien même remporter la coupe? Ces garçons ont les moyens qu'il faut. Avec le cœur, le Mali va toujours loin. Mais il faudra également que l'État s'assume. Moi, j'aimerais vraiment m'appuyer sur ce point. D'accord, il faudra que l'État s'assume. C'est sur cela que prend fin ce grand dialogue d'aujourd'hui. On parlait du CHAN qui débute la semaine prochaine, vendredi 13 janvier. Le Mali sera dans le groupe D en compagnie de l'Angola et de la Mauritanie. Première sortie des aigles locaux le lundi 16 janvier à 18h. C'est la fin de cette émission. Nos invités étaient Fili Dambélé, entraîneur, Drissa Nyono, journaliste et consultant sportif, Amadjar Traoré également, journaliste à Yiriba Foot. Sekou Gadjigo a présenté ce grand dialogue. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.